Bienvenue dans Le Goût des Maîtres, le podcast de la clinique du droit des affaires. Découvrez des échanges authentiques et spontanés entre étudiants et maîtres en la matière. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Le Goût des Maîtres, le podcast de la clinique du droit des affaires. Merci à vous. Nous recevons aujourd'hui Maître Éric Morin, avocat au barreau de Paris. Maître, je vais commencer avec la tradition. Maître, qui sont vos maîtres ? C'est un mot difficile, on nous le dit toute la journée, on nous appelle comme ça, maître, et puis après quand on pose cette question de cette manière-là, on se dit en fait ça n'est pas un mot du tout venant. J'en ai eu 3, mon professeur de philosophie en terminale qui m'a ouvert l'esprit. Tout d'un coup, on pouvait faire autre chose que de réciter, on pouvait réfléchir. Ensuite, mon professeur d'histoire du droit, professeur Bluch, à Panthéon-Assas, où je faisais un DEA d'histoire des idées politiques, et où on a passé 1 an à étudier une seule année, l'année 1793. Et on était, si on avait cours le 12 novembre, on faisait le 12 novembre 1793. Et si on avait cours le 22 janvier, on faisait le 22 janvier 1794. Voilà. Et cette période particulière, à la fois d'ambivalence, qui regardait encore dans le rétroviseur, qui voulait absolument aussi regarder droit devant et créer des nouveaux droits, cette période aussi où on coupait un peu plus les têtes, c'était une période très enrichissante. Et puis ensuite, celui qui m'a tout appris, celui qui me manque chaque jour, celui qui a été mon premier patron, dont j'ai été l'étudiant, qui était mon professeur de philosophie, qui a ensuite été mon patron, lorsque j'ai été son stagiaire, son collaborateur. Puis ensuite, j'ai eu la chance d'être son associé, c'est maître Jean-Marc Varro, qui était un des plus grands pénalistes des années 70-80, je parle du siècle dernier, évidemment, et avec lequel j'ai eu la chance de travailler pendant près de 10 ans, et auprès duquel j'ai appris non pas le métier que je pouvais faire au moment où je le voyais, mais le métier que j'allais pouvoir faire quand j'aurai 20 ans ou 30 ans de barre, on y est. 2 de vos maîtres à penser ont un lien direct avec votre parcours scolaire, universitaire. Si rétrospectivement vous deviez vous replacer dans la peau d'un étudiant en droit, pourquoi vous ne vous lanceriez pas dans la profession d'avocat ? J'aime profondément cette profession. Elle nous donne sans doute les joies les plus immenses qu'une profession puisse donner à quelqu'un. Mais elle épuise. Elle épuise physiquement, elle épuise moralement. Parfois, elle épuise même financièrement. Et c'est toute cette difficulté d'avoir à gérer à la fois de véritables ascenseurs émotionnels. Quand vous perdez un dossier, quelle que soit l'importance du dossier, il n'y a pas de petit dossier, vous vous dites je vais aller vendre des niniches dans une baraque à frites à Palavas-les-Flots, parce que vous vous dites je suis pas fait pour cette profession, et même encore on se le dit. Puis quand vous gagnez, vous êtes un peu le roi du monde, puis vous savez que le lendemain il va falloir remettre l'œuvre sur l'ouvrage, mais elle épuise. Pour certains, elle fait passer à côté de l'essentiel, de la famille, de la santé. C'est à ça dont il faut être attentif. Je ne sais pas si je ne ferai pas cette profession, parce que je me suis souvent dit que je serais incapable de faire quoi que ce soit d'autre. Concrètement, pour travailler, pour me faire vivre, j'ai plein d'autres passions à côté. Mais oui, soyons attentifs à ça. Et donc, quelles sont les qualités, finalement, qu'il faut pour embrasser cette profession ? Je pense que c'est la fidélité. Je pense que c'est sincèrement la fidélité. Alors, pas la fidélité à tout prix, mais je l'ai souvent dit, et je le dis encore, les CV de candidats en collaboration qui ont 4 ans, 50 barres, et qui ont tout autant d'expérience professionnelle en tant que collaborateurs, qui en sont à leur 3e ou 4e collaboration, ça interroge. Alors, il ne s'agit pas de rester à tout prix, et évidemment, lorsqu'il y a des choses absolument insupportables et inacceptables, il faut prendre son sac, sa robe et quitter le cabinet. Mais il y a une vraie tendance aujourd'hui à vouloir, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans de barre, de poser sa plaque et de dire
voilà, je vais être avocat. On oublie d'abord qu'il faut se former, parce que certes, l'avocat qui prête serment, il a la même robe que moi, il n'est pas plus ou moins avocat que moi, sauf qu'il est moins formé. Donc il faut encore prendre le temps de cette formation. Et puis le client. Aujourd'hui, le client, il est devenu extrêmement exigeant. Et quelle est la raison pour laquelle un client va venir voir tel avocat et pas un autre? Et je trouve qu'il faut avoir à la fois beaucoup d'inconscience, sans doute beaucoup d'ego, mais on en a tous, sans doute aussi beaucoup d'ambition, ça n'est pas un gros mot, et puis surtout beaucoup de patience pour que ça puisse marcher. Et je crois qu'il faut commencer cette profession en étant fidèle, autant que faire se peut, à ses premières années de collaboration, et puis ensuite prendre son élan ou devenir associé du cabinet qui nous a formés. Ça n'est pas une conception all style, je pense. C'est je crois, une sorte de garantie de pérennité. Parce que c'est long, une carrière d'avocat. Et que vous pouvez être le roi du monde à 2 ans ou 3 ans de barre au prétexte de tel ou tel dossier, mais dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ce dossier il aura été oublié et il faut tenir. J'aimerais juste rebondir sur le fait que vous évoquez la formation des jeunes collaborateurs notamment. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le système universitaire français en droit, parlons de ce que nous connaissons, est encore trop imparfait en termes de formation pratique des justement futurs professionnels que nous sommes? Ah mais dramatiquement. D'abord, je n'arrive pas à me faire à l'idée que la profession d'avocat n'est pas maître de l'examen du CRFPA et que ce soit encore l'université qui tienne les rênes de cet examen. C'est quelque chose que je ne comprends pas et je crois qu'il faut... Ça changerait considérablement. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que l'université ne forme pas les étudiants à trouver des solutions. Je reçois évidemment beaucoup de stagiaires élèves avocats, beaucoup de stagiaires en M1 ou en M2, qui vont me rendre à la question qu'on leur a posée, quelque chose de très universitaire, juste. Et on leur a pas dit que derrière, on faisait pas ça pour la beauté du geste, comme on fait à l'université, pour avoir une bonne note, comme on fait à l'université. Si on pose une question, c'est parce que derrière, on a un client qui nous a posé la question. Et le client se contrefiche de la beauté de notre raisonnement juridique. Il veut une réponse à sa question. On fait quoi, maître ? Et en fait, notre travail en tant que maître de stage, c'est de sortir de ce raisonnement juridique pour aller au-delà et dire, voilà, il y a une solution, ou il y en a peut-être plusieurs, ou peut-être qu'il y a des questionnements qui vont permettre de trouver des solutions, mais on est là pour être des solutionnateurs, si vous me permettez cette expression. Je vais, sans transition, revenir légèrement sur votre carrière. Donc, tout au long de celle-ci, vous avez eu la chance d'intervenir dans des procès, qu'ils soient très médiatiques ou moins. Quelle est l'affaire qui vous a le plus touché et qui vous a peut-être fait le plus grandir en tant qu'avocat, le plus réfléchir sur votre profession? Et j'ai toujours du mal à choisir entre 3 qui sont sur mon podium. La première, c'est celle qui m'a fait changer sans doute un petit peu d'envergure, qui était l'affaire Clearstream, dans laquelle je me suis retrouvé à peu près du jour au lendemain, l'avocat du général Rondeau, qui était le témoin clé de cette affaire, celui qui était en même temps tiraillé par à la fois le clan Sarkozy et de l'autre côté le clan Chirac, ce vieux général à la retraite qui m'a choisi en tant que jeune avocat, parce que j'étais jeune avocat, on est dans les années 2005-2006, donc il y a un peu plus de 15 ans. C'était un vrai pari de sa part, et ça a été une rencontre absolument incroyable, et je me suis retrouvé pour la première fois, non pas à la faveur juste d'une audience ou d'un procès court, mais d'une procédure au long cours, au milieu à la fois des grands avocats que j'admirais, les Herzog, les Le Borgne, les Pierre Haïk et d'autres, et au milieu de grands hommes politiques
en tout cas ceux qui faisaient l'actualité. Voilà. Il y avait quelque chose, j'étais un peu perché sur les épaules d'un géant. Jean-Marc Varro était décédé une poignée de mois avant, et je me souviens quand j'ai accepté la défense du général Renaud, je lui ai presque parlé en disant est-ce qu'il faut que je dise oui, est-ce qu'il faut que je refuse, et puis j'ai l'impression qu'il m'avait dit qu'il serait là, donc du coup j'ai dit oui. Ensuite il y a eu l'affaire de l'école en bateau, dont je n'arrive pas à m'en défaire. Je vous parle des 3 dossiers que je n'ai jamais archivés, qui sont dans mon bureau, pas obligatoirement très visibles, mais moi je sais qu'ils sont là. L'affaire de l'école en bateau, c'était une affaire de pédophilie, qui était en train de mourir de sa belle mort auprès d'un juge d'instruction qui n'instruisait pas en Martinique, et que j'ai littéralement sauvé en m'attachant profondément à ces enfants devenus adultes et qui venaient me demander de porter leur parole. Et au final, il y a eu un procès, au final, il y a eu des condamnations, et ça a été à la fois des très belles rencontres humaines et une très belle victoire. Et puis la dernière, je parlais de cette affaire de l'école en bateau parce que il n'y a rien de plus gratifiant de se dire qu'on a véritablement été utile, et que sans doute d'autres avocats auraient pu faire la même chose, mais qu'on a quand même l'impression qu'on a apporté quelque chose de plus par rapport à d'autres. Et puis la troisième affaire, c'est la libération de Michel Cardon, qui était le plus vieux détenu de France, à qui j'ai écrit, que je suis allé rencontrer, et avec qui on a cheminé 2 ans dans une procédure qui n'était pas ma matière, mais où il y avait aussi une patte humaine, quelqu'un à sauver. Et aujourd'hui, il est sorti de détention après 41 années de prison, et il va bien. Si vous profitiez de cet espace de parole, de ce temps de notre échange, quelle serait votre tribune pour les gens qui nous écoutent, mais surtout pour les gens à qui vous avez envie de vous adresser? J'imagine que ce sont d'abord les étudiants, et j'ai envie de leur dire d'être curieux en fait. Vous ne pouvez pas imaginer, lorsqu'on reçoit des CV, si on regarde la formation universitaire ou les diplômes, vous avez à peu près tous les mêmes. Il y a même une course à en avoir encore plus, des plus en plus prestigieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le clonage. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une équipe qui va à la fois avoir un cerveau bien fait, mais aussi avoir du cœur. On est avocat, moi je suis avocat pénaliste, et je ne peux pas faire ce métier sans cœur. Et je crois que on serait un pur avocat d'affaires, on ne pourrait pas non plus le faire sans cœur. Il y a quelque chose qui me frappe. Je participe beaucoup on me demande de participer comme jury, ou parfois même comme apprenti candidat à ces concours d'éloquence qui se sont considérablement développés dans les universités. Quelle chance vous avez! Quelle chance vous avez! Sans faire le vieux con, nous on n'en avait pas. C'est-à-dire que l'éloquence, moi je l'ai découvert avec le concours de la conférence, en arrivant au barreau ou en arrivant à l'école à l'EFB. Et c'est une énorme chance, parce que cette prise de parole en public, elle ne sert pas que pour les avocats plaidants, elle sert aussi pour les avocats fiscalistes, elle sert aussi pour les avocats d'affaires, elle sert aussi à essayer de convaincre que notre contrat, il est bien rédigé, il est mieux. Évidemment que cette prise de parole, c'est argumenter et séduire, ça veut dire convaincre, et qu'on a besoin comme avocat de convaincre en permanence, quelle que soit la matière. Soyez curieux et apprenez non seulement à parler, mais ayez d'autres centres d'intérêt. Parce que faire que du droit, au bout d'un moment, ça va vous épuiser. Voilà. Par 2 fois, vous avez évoqué la philosophie. Vous évoquez donc d'avoir d'autres centres d'intérêt. J'imagine que la philosophie en est potentiellement un des vôtres. Quel ouvrage recommanderiez-vous à un étudiant en droit pour en apprendre peut-être un peu plus sur lui et se faire une idée de s'il est vraiment fait pour ce métier? Je ne donnerai pas obligatoirement un livre de philosophie. Je trouve qu'il faut lire les mémoires d'avocats. Parce que finalement, ce qui nous raconte, c'est parfois triste, c'est triste peut-être, mais c'est comme ça, on va pas changer le monde. Ce qui raconte un avocat, c'est les affaires qu'il a eues. On va pas parler de sa famille, on va pas parler d'autre chose, on va parler des affaires qu'il a plaidées, qu'il a portées, qu'il a gagnées, qu'il a perdues. Et je trouve que les mémoires d'avocat, qui sont une sorte
de tradition du barreau depuis que les avocats existent, parce qu'ils aiment bien ne parler que d'eux, la preuve c'est que je suis là, il faut lire aussi les mémoires des avocats des années 70, 80. Évidemment qu'il faut lire les livres de Jacques Vergès, évidemment qu'il faut lire les mémoires d'Henri Leclerc, celles de Jean-Marc Varro. Même j'ai vu récemment des plus jeunes confrères, j'ai vu mon ami Yacine Bouzrou qui venait de sortir un livre qui doit raconter sa vie. Grand bien lui fasse, on peut trouver ça ridicule, mais je trouve que quand on est au stade d'un étudiant, je trouve que c'est bien de se rendre compte à la fois de cette diversité incroyable du barreau. Il n'y a pas que des avocats parisiens, évidemment, et de voir à travers ça ce qui nous attend, ce dont on a envie et ce dont on n'a pas envie. Donc je trouve que la meilleure des philosophies, c'est la philosophie de vie, et celle de la vie des avocats est pas mal, je trouve. Alors je n'ai pas encore écrit de livre, je ne suis pas certain que j'écrirai mes mémoires, mais en tout cas je préfère largement lire celles des autres. Vous avez précédé ma question de conclusion presque, mais quels sont aujourd'hui les confrères du coup qui vous inspirent au quotidien, peut-être, mais de manière plus large dans votre manière d'exercer, et qui vous donnent l'envie aussi de continuer à exercer cette profession? J'ai un attachement très fort à celui qu'on appelle le boss, c'est Hervé Temim. Il représente à la fois l'élégance, l'intelligence, la pertinence. Il faut le voir en audience, c'est impressionnant. C'est un grand stratège, c'est aussi une qualité d'avocat. Et puis dans les quinquagénaires, Christian Saint-Palais, ancien président de l'association des avocats pénalistes, qui me fait l'honneur d'être son ami, avec qui je suis actuellement sur les bancs des parties civiles au procès de l'assassinat du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, et qui est quelqu'un qui à la fois m'amuse, m'inspire parce qu'il est d'une grande érudition et d'une très grande éloquence. Un petit peu à l'ancienne parce que travaillant avec Jean-Yves Le Borgne depuis maintenant pas loin de 30 ans, mais on s'est connus très jeunes. Il était jeune secrétaire de la conférence, j'ai fait une conférence derrière devant lui, et on s'est toujours suivis, on s'est toujours apprécié, et c'est un vrai bonheur de le connaître. Merci beaucoup, maître. Merci à vous. C'était Le Goût des Maîtres, le podcast de la clinique du droit des affaires,